Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Karl Popper, philosophe important du XXe siècle et référence incontournable en philosophie des sciences. J'ai choisi de vous parler cette fois-ci d'un aspect de sa célèbre réflexion sur ce que l'on nomme la réfutabilité en science et dont j'avais abordé les différents critères il y a longtemps dans un ancien enregistrement. Il s'agit de la critique faite par Popper du freudisme et de ses dérivés en psychologie. En effet, on connaît tous Freud, au moins de nom, même si on ne s'intéresse pas aux sciences humaines ou à la psychologie, et ses théories ont marqué leur époque et continuent d'avoir une influence importante sur la pensée européenne. Cependant, il a beau être reconnu comme le père de la psychanalyse et comme un intellectuel absolument brillant, il est quelque peu tombé en disgrâce depuis, et il est devenu assez fréquent de critiquer ce dernier. Il existe toutefois certaines critiques du freudisme et de la psychanalyse qui sont plus pertinentes que d'autres, et l'une de celles qui retient le plus l'attention, et qui peut être utile de connaître si l'on souhaite dépasser Freud entre guillemets, reste sans doute celle que Popper aborde dans son ouvrage Conjecture et réfutation de 1953, au passage nommé La science, conjecture et réfutation. Le passage en question précède justement celui où Popper aborde les différents critères de scientificité d'une théorie. Pour rappel, une théorie est réfutable quand elle n'est pas fermée à la contradiction, quand son résultat n'est pas posé comme étant un résultat définitif et figé, que l'on ne pourrait corriger ou rectifier par des observations ultérieures. Ainsi, la science progresse par une succession de résultats posés comme des clés d'explication momentanée du réel et qui doivent être amenés tôt ou tard à un remplacement. Popper est, on peut le dire, un partisan d'une approche sceptique en science. Aucun résultat ne doit être tenu comme étant définitif, et une théorie a d'autant plus de valeur scientifique qu'elle prend le risque d'être réfutée par la suite. À partir de ces quelques rappels rudimentaires, que penser de la psychanalyse qui entend comprendre le psychisme humain selon des principes ou des règles fondamentales ? Peut-on considérer que l'inconscient sur lequel repose celle-ci, puisque c'est son objet d'étude privilégié, peut être l'objet d'un savoir scientifique, même imparfait, sujet à des réfutations ultérieures potentielles. Rappelons à ce propos que si Freud a développé la psychanalyse, c'est avant tout en tant que thérapeute, non en tant que philosophe, car il s'est toujours défendu d'être un penseur spéculatif, en tout cas qui soit totalement spéculatif. Il n'aimait d'ailleurs pas qu'on lui colle l'étiquette de philosophe, puisqu'il voulait se parer d'une sorte de rigueur scientifique. Il faut rappeler aussi que certaines maladies ne pouvaient être guéries réellement par les voies de la médecine traditionnelle, et certains envoûteurs réussissaient à provoquer des effets sur l'esprit des individus. Freud a donc localisé le problème potentiel au niveau de l'esprit, pour justement guérir ces maladies que la médecine ne parvenait pas à guérir. L'hystérie ou de façon générale les névroses seraient des maladies d'un esprit dont le ça, l'entièreté des pulsions refoulées et contraires à nos tabous moraux intériorisés, ne parviendrait pas à s'exprimer de façon frontale. Il y a une part importante de notre vie psychique qui nous est inconnue et qui est responsable de nos pathologies, entraînant des comportements névrotiques à cause des désirs interdits que nous refoulons. J'en ai déjà parlé ailleurs dans le détail, donc je n'approfondirai pas davantage Freud ici, mais la dualité de notre propre moi, pris entre les exigences du ça et celles du surmoi, conforme à notre vie sociale et morale, est une théorie bien connue, servant de principe explicatif qui va rendre compte de nos actes déviants. On remarquera pourtant que Freud avait pris les devants, car on pourrait toujours lui faire remarquer que l'inconscient, ça n'existe peut-être pas. Après tout, on ne peut déjà même pas observer la conscience, qui n'est pas un objet de connaissance empirique. Alors, l'inconscient qui serait ce qui ne peut même pas être saisi de façon introspective, que d'incertitude. Or,
si la base même de la psychanalyse freudienne n'est peut-être qu'une fiction, tout s'effondre, car elle ne reposerait sur rien de solide. S'il n'y a de savoir qu'empirique, c'est-à-dire de savoir qu'observable, alors la psychanalyse freudienne n'est qu'un enfumage. Mais Freud avait anticipé cette objection en précisant que l'inconscient était une hypothèse de travail. Il ne s'agit pas de dire qu'il existe, mais qu'en l'utilisant comme hypothèse, on peut rendre compte de certains comportements anormaux, névrotiques ou de pathologies que seule une expertise psychiatrique peut tenter d'expliquer. En plus de cela, Freud a tout de même tenté de donner une assise scientifique à sa théorie, puisqu'il y a ces fameux cas de patientes qu'il a étudiés et dont il serait parvenu à guérir certaines pathologies. Le cas Elisabeth, par exemple, dont j'ai déjà parlé, et sur lequel je reviendrai plus tard. C'est un des cas qu'il étudie dans ses études sur l'hystérie. Si la psychanalyse n'est pas une science dure, dont les bases reposent sur un élément réellement observable, il n'empêche qu'elle parvient dans la pratique à des résultats, et que ces résultats semblent permettre d'inférer que oui, il y a bien de l'inconscient. En effet, comment un médecin tel que Freud aurait pu parvenir à guérir des gens en revenant avec eux sur l'entièreté de leur vécu afin d'établir le désir refoulé ou l'événement traumatique qui sera à la base des difficultés rencontrées par le patient s'il n'y a pas d'inconscient? La meilleure preuve que la psychanalyse est une science, ou disons-le, une quasi-science qui permet de connaître mieux l'esprit humain, c'est qu'elle parvient aux fins qu'elle s'est fixées. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le fait que la psychanalyse ait déjà pu guérir des gens, les sortir de leur dépression, ou en tout cas leur permettre d'aller mieux, est un argument que l'on peut encore trouver dans la bouche des disciples de Freud, ou des personnes qui considèrent que la psychanalyse, en tant que méthode curative, a une certaine valeur. Ce sont précisément à ces points difficiles à contester en apparence que Popper, philosophe des sciences influencé par l'empirisme et le scepticisme, va se confronter. On va voir comment, à l'aide de son fameux critère de réfutabilité d'une théorie, développé plus loin mais que l'on peut déjà pressentir ici, Popper effectue une critique du freudisme, mais pas seulement. Je cite Popper: « J'avais remarqué que ceux de mes amis, qui s'étaient fait les adeptes de Marx, Freud et Adler, étaient sensibles à un certain nombre de traits communs aux trois théories, et tout particulièrement à leur pouvoir explicatif apparent. Celles-ci semblaient aptes à rendre compte de la quasi-totalité des phénomènes qui se produisaient dans leur domaine d'attribution respectif. L'étude de l'une quelconque de ces théories paraissait agir à la manière d'une conversion, d'une révélation intellectuelle, exposant au regard une vérité neuve qui demeurait cachée pour ceux qui n'étaient pas encore initiés. Dès lors qu'on avait les yeux dessillés, partout l'on apercevait des confirmations. L'univers abondait en vérification de la théorie. Les analystes freudiens insistaient sur le fait que leur théorie se trouvait continuellement vérifiée par leurs observations cliniques. Observations cliniques entre guillemets. Que confirmait en réalité l'observation? Rien de plus que le fait qu'un cas peut être interprété à la lumière de la théorie. Fin de citation. Concernant Adler, c'est un disciple dissident de Freud qui modifie très fortement sa théorie en remettant en cause les concepts de refoulement et de libido pour les remplacer par l'analyse des sentiments d'infériorité et de supériorité, au cœur selon lui des névroses. En gros, si vous vous comportez d'une façon qui dévie de la norme sociale, ce n'est pas parce que votre libido ne trouve pas d'exutoire qui la rende acceptable, comme le dirait Freud, simplement que vous avez un complexe d'infériorité ou de supériorité qui prend le dessus. Pour Adler, il y a un sentiment d'infériorité que vous avez développé dès votre enfance à partir d'une chose qui vous a manqué, et vous passez ensuite l'essentiel de votre vie à combler ce qui vous a manqué durant votre enfance. Le complexe de supériorité venant d'ailleurs combler celui d'infériorité à la manière d'un mécanisme de défense, car il est insupportable de se sentir inférieur à quelqu'un ou à un certain ordre.
Vous savez, c'est peut-être en partie de là que vient cette réflexion, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais quand on est confronté à quelqu'un qui nous apparaît comme mégalo, vous vous dites vous-même, ou il y a quelqu'un qui dit ouais, mais en fait, il fait ça pour pallier son manque de confiance en lui, il se donne des airs, mais en réalité, il a pas confiance en lui. Bon, voilà, c'est classique, hein. Bref, Adler propose sa théorie psychanalytique, servant à décrypter les comportements qui s'écartent de la norme, ce qui déplaira fortement à Freud d'ailleurs, qui n'appréciera pas beaucoup la contradiction. Il va lui faire la guerre. On peut trouver ça surprenant que Popper prenne trois cibles ici mises sur un même plan, car il y a une filiation évidente entre... autant il y a une filiation qui est évidente entre Freud et Adler, mais on peut se demander ce que vient faire Marx au milieu du champ de bataille. Hein. On a l'impression que c'est un jeu, il faut trouver l'inconnu parmi les trois mots. Bon bah là, c'est Marx. Hein. Marx n'a pourtant pas développé de théorie psychologique. Alors pourquoi Popper le met sur un même plan ? On pourrait répondre bêtement que c'est parce que Popper est un penseur libéral et qu'il a donc des comptes à régler avec le marxisme, mais la raison est plus intéressante et philosophique. Il le prend pour cible, car, comme on le sait déjà, Marx est un penseur éminent qui a fait école et dont la réflexion influence considérablement la sociologie, qui par certains aspects n'est pas plus une science que la psychologie. Une science humaine n'est pas une science dure par définition, mais on reviendra dessus ensuite. Hein, le résultat d'une science humaine, au mieux c'est quelque chose de général et de très probable, mais c'est pas quelque chose qui a la même certitude factuelle qu'un élément scientifique. Hein, c'est pour ça qu'on dissocie généralement les sciences dures et les sciences humaines et qu'il faut pas confondre les deux, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément discréditer les sciences humaines et que seules les sciences dures ont de l'intérêt, bien sûr. Popper parle ici de pouvoir explicatif apparent et nous dit que ses amis qui avaient été convertis de manière religieuse symboliquement avaient à présent un regard sur le monde qui leur rendait absolument tout explicable. Je dis symboliquement ici parce que Popper utilise un vocabulaire religieux, hein, il part justement du regard qui est dessillé, c'est-à-dire que le regard soudainement voit quelque chose qui n'était pas vu jusque-là et qu'il y a une sorte de révélation. Donc en effet, de la même façon que le croyant qui a eu la révélation et possède désormais la foi, va avoir tendance à interpréter tel ou tel événement comme la marque d'une volonté divine ou de sa providence, la disciple ou le disciple de Freud, de Adler ou de Marx va avoir tendance à expliquer une situation à l'aide des outils de ses penseurs, comme si cela était la vérité qui permettait de rendre compte de ce que l'on peut observer dans le monde. Or, ces outils n'expliquent les choses qu'en apparence, autrement dit qu'en surface. Il ne suffit pas d'avoir la certitude qu'une théorie est vraie pour qu'elle le soit, pour le dire simplement. L'idée très intéressante de Popper ici, c'est qu'à partir du moment où votre esprit est converti à une théorie, vous ne pouvez y voir que des signes de la théorie à laquelle vous souscrivez. Hein, vous savez, c'est classique. Imaginons, je prends un exemple pour que ça soit plus facile à illustrer, parce que j'ai utilisé l'exemple de la foi religieuse. Mais vous savez, il y a des croyants, quand ils ont un cancer et que celui-là, après, il est en rémission, eh bien, ils vont se dire « Ah, j'ai prié Dieu, et voilà, Dieu m'a aidé, mon cancer est en train de diminuer. » Popper, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre les adeptes de Freud et Adler sur un même plan que ces croyants, voyez. C'est-à-dire qu'ils vont voir dans le réel la marque de leur croyance initiale. Hein, ou plutôt, ils vont chercher des preuves, mais ces preuves-là, elles sont déjà le fait d'un jugement d'une personne qui est convaincue parce qu'il avance. Donc Popper, malheureusement, ne donne pas par contre d'exemples relatifs au marxisme, puisqu'il va préférer illustrer ce qu'il entend pour la psychanalyse. Donc la raison pour laquelle il va ramener Marx dans l'équation est toujours un peu curieuse, hein, mais là il faut faire justement un effort d'interprétation pour le comprendre. On peut imaginer une situation dans laquelle un individu marxiste
va expliquer la pauvreté d'une personne et la misère sociale dans laquelle elle est à partir de sa théorie de la lutte des classes. Donc on prend un exemple qui correspondrait au terrain d'expertise d'un marxiste. Donc si tu es pauvre, lui dira le marxiste, c'est parce que tu appartiens à la classe prolétarienne et que tu n'es pas détenteur de tes moyens de production. C'est parce que tu es esclave d'une classe bourgeoise qui fait en sorte de conserver un pouvoir de domination sur toi qui ne disparaîtra pas tant que les classes ne seront pas abolies et que la bourgeoisie ne sera pas renversée par le prolétariat. Si on est marxiste, on pourra se dire « Oui, évidemment, puisque l'histoire de l'humanité est celle de la lutte des classes et qu'il y a toujours eu une classe pour exercer son pouvoir sur des dominés. Maintenant, si vous vous décentrez du point de vue marxiste et que vous faites d'autres hypothèses sur cette personne pauvre que vous ne connaissez pas, sa situation peut être liée à d'autres éléments. C'est beaucoup plus bête d'ailleurs, elle peut tout simplement être paresseuse et ne pas vouloir travailler pour s'enrichir, ce qui sera un point de vue libéral et assez naïf, puisqu'il ne suffit pas de travailler pour être riche, mais ça reste une hypothèse recevable tout de même. Autre possibilité, cette personne peut être dans un état de précarité avancée, tout simplement parce qu'elle a un problème avec les jeux d'argent, ou parce qu'elle a tout simplement du mal à rester économe. Bien entendu, je pars d'un exemple simple pour essayer d'illustrer la raison pour laquelle Popper invoque Marx, ici, mais on comprend bien que si l'on est marxiste, la pauvreté ou la richesse accrue des uns et des autres s'explique assez facilement. Ça ne veut pas dire que le marxiste est bête, ou que ce qu'il dit est faux, mais simplement qu'il aura un parti pris nécessaire, ou disons, ce que je nommerai ici pour ma part un a priori idéologique. Vous savez, un a priori idéologique, ça serait un a priori duquel on va partir pour justement décrypter quelque chose, une situation, et puisqu'on a cet a priori idéologique, toutes les autres théories ou hypothèses sont exclues. On va pas les considérer, ou si on les considère, on les considérera pas avec le même degré de priorité que celui de notre idéologie qui nous sert de référence. Donc autrement dit, marxistes et freudiens se rejoignent sur un point qui est méthodologique, on pourrait dire. Ils savent déjà quoi trouver avant même qu'on leur présente un cas. Le marxiste cherchera la preuve de la domination capitaliste et bourgeoise dans des situations de misère ou d'injustice apparente qu'il constatera, tandis que le freudien cherchera dans les comportements déviants la marque d'un désir refoulé en lien avec une libido qui sera à la racine de toutes les tendances de l'individu. En d'autres termes, la psychanalyse n'est pas une science car ces preuves sont d'ores et déjà tronquées et présentées comme des preuves à partir d'une interprétation préalable de ce qui est observé. Ce qui est observé étant déjà considéré comme une pathologie liée à quelque chose de refoulé, autrement dit de non observable. Or, si ce que l'on présuppose initialement est inobservable, comment donner tort à Freud ? Il y a déjà un problème pour Popper en termes de rigueur scientifique, puisque la recherche de Freud part d'une chose qui échappe à l'observation, l'inconscient, et prétend expliquer une chose qui d'ores et déjà est interprétée comme une pathologie liée à cet inconscient. Reprenons le fameux cas d'Elisabeth. Pour rappel, Freud a guéri celle-ci de sa paralysie des jambes en lui faisant admettre qu'elle désirait secrètement son beau-frère, ce qui expliquait pourquoi son corps l'empêchait d'aller au chevet de sa sœur mourante, puisqu'elle espérait secrètement le récupérer une fois celle-ci décédée. Elisabeth aurait vu ses jambes guérir, après moult résistances, en finissant par admettre à contre-cœur que Freud avait sans doute raison. Et bien là, Popper ne serait pas d'accord pour dire que ça prouve quoi que ce soit. Alors que justement, c'est un peu là-dessus que Freud se base pour essayer même de convaincre des scientifiques de la trempe d'Einstein que ce qu'il fait n'est pas de la pure spéculation. Alors pourquoi ? Pourquoi justement, pour Popper, ça serait pas convaincant ? Parce que cette paralysie, elle a été d'emblée interprétée comme le symbole d'un désir refoulé. Et donc, que Freud savait déjà quoi chercher. Pourtant, le résultat est là, elle va mieux, non ?
Oui, elle va mieux, mais puisque Freud savait déjà quoi trouver, il n'a pas envisagé une autre piste toute bête qui s'éloigne de son propre paradigme. En effet, qui vous dit que si Elisabeth va mieux, ce n'est pas tout simplement parce que ses jambes se sont débloquées, parce qu'elle avait un problème d'ordre osseux ou musculaire qui était persistant, mais qui a fini par s'estomper. Cette piste n'est même pas envisagée car le problème est d'emblée posé comme étant psychiatrique, faute d'une explication physique et médicinale trouvable. On en arrive ici à un critère important pour Popper qui fait qu'une théorie est une théorie scientifique ou non, le fait qu'elle soit ouverte à la contradiction, mais surtout le fait qu'elle ne soit pas interchangeable. Dans le cas d'Elisabeth que j'ai repris précédemment, et que j'ai passé à la moulinette de la réfutabilité de Popper, on constate bien que deux théories peuvent rendre compte d'un même cas, celle d'un désir jusque-là refoulé, ou celle, tout simplement, d'une cause physique et musculaire inconnue qui a fini par s'estomper. Si les faits peuvent donner raison à deux théories divergentes, c'est la preuve pour Popper que ces théories n'ont rien de scientifique et ne sont pas basées sur des preuves neutres de tout préjugé idéologique qui fausse le résultat que l'on pense constater. Normalement, une fois qu'on a un résultat, on sait si la théorie est valide ou non, et normalement, une autre théorie qui était opposée à celle-ci, elle est éliminée si on a affaire à une théorie qui, pour Popper, est réellement scientifique, qui possède justement ce critère-là de rigueur scientifique. Donc Popper développe ce point en mettant Freud et Adler au même niveau, je cite. Or, je remarquai que cela n'avait pas grand sens, étant donné que tous les cas imaginables pouvaient recevoir une interprétation dans le cadre de la théorie adlérienne ou tout aussi bien dans le cas freudien. J'illustrerai ceci à l'aide de deux exemples très différents de comportement. Celui de quelqu'un qui pousse à l'eau un enfant dans l'intention de le noyer, et celui d'un individu qui ferait le sacrifice de sa vie pour tenter de sauver l'enfant. On peut rendre compte dans ces deux cas avec une égale facilité en faisant appel à une explication de type freudien ou de type adlérien. Pour Freud, le premier individu souffre d'un refoulement, affectant par exemple l'une des composantes de son complexe d'Oedipe, tandis que chez le second, la sublimation est réussie. Selon Adler, le premier souffre de sentiments d'infériorité qui font peut-être naître en lui le besoin de se prouver à lui-même qu'il peut oser commettre un crime, tout comme le second qui éprouve le besoin de se prouver qu'il ose sauver l'enfant. Je ne suis pas parvenu à trouver de comportement humain qui ne se laisse interpréter selon l'une et l'autre de ces théories. Or, c'est précisément cette propriété, la théorie opérée dans tous les cas et se trouvait toujours confirmée, qui constituait, aux yeux des admirateurs de Freud et d'Adler, l'argument le plus convaincant en faveur de leur théorie. Et je commençais à soupçonner que cette force apparente représentait en réalité leur point faible. Fin de citation. Si on se penche un instant sur le complexe d'Oedipe que convoque Popper, on peut constater qu'il ne se mouille pas trop avec son exemple de l'enfant qui se noie, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il ne dit pas trop quelle composante du complexe pousserait une personne à sauver un enfant qui se noie ou à le noyer. On va supposer que ce qu'insinue Popper, c'est que le freudien dirait que l'individu qui veut tuer l'enfant n'a pas résolu son complexe d'Oedipe et veut, en tuant un enfant, tuer symboliquement l'enfant qui est en lui et qui désire de façon interdite sa propre mère. Voilà, ça serait le résultat d'un conflit interne lié à son complexe d'Oedipe qui n'a pas été résolu. Donc il veut tuer l'enfant, justement, qui a des désirs malsains. Bon, va savoir. Tandis que dans le cas où il se sacrifie pour sauver un enfant, il s'agirait d'un individu qui donnera à son complexe quelque chose de sublimé, c'est-à-dire quelque chose qui a un fond immoral mais qui va prendre un cours vertueux en apparence d'un point de vue social, puisqu'il cherche à préserver jusqu'au bout cette enfance en lui en agissant de façon héroïque. C'est-à-dire il ne refuse pas l'enfant qui est en lui, qui a ce complexe, mais dans le cas présent, justement, il va le sauver symboliquement. Et il passe pour un héros alors qu'en réalité,
bah c'est la preuve qu'il ne refusait pas cet enfant oedipien. Bon voilà, c'est très tiré par les cheveux, mais bon, c'est ce que Popper est en train de sous-entendre. On notera que Popper ne donne pas trop d'éléments explicatifs, hein, donc on fait un peu ce qu'on peut, et demeure même assez peu rigoureux, puisqu'en principe, si un désir est refoulé, dans le cas de l'individu assassin, bah il n'y a pas vraiment d'acte meurtrier qui peut avoir lieu, hein, par définition, mais enfin bon, c'est un détail. Si on passe à une grille qui serait celle d'Adler, maintenant, c'est très simple, la personne qui va essayer de tuer ou de sauver l'enfant agira d'après son complexe d'infériorité. Il a intériorisé tout au long de sa jeunesse qu'il était un incapable et qu'il n'accomplirait jamais rien qui sorte de l'ordinaire. Il va donc, même si c'est farfelu, se prouver qu'il peut tuer un enfant innocent, tandis qu'à l'inverse du criminel, celui qui sauve l'enfant se prouve ainsi qu'il est capable de grandes actions malgré ses aptitudes médiocres qu'il a toujours perçues comme telles. Or, nous dit Popper, ce qui est un point fort pour les Freudiens ou les Adlériens est en réalité leur point faible. Ils peuvent tout expliquer grâce à leur théorie, et c'est bien ça le problème. Quand une théorie permet d'expliquer tout ou presque tout, à l'exclusion de toute autre possibilité, elle demeure irréfutable et n'a donc rien de scientifique, en ce qu'elle fonctionne en circuit fermé à partir de présupposés arbitraires et incontestables. Rien ne permet de dire si c'est Freud ou Adler qui auraient raison. D'ailleurs, la psychanalyse ne reposant sur aucun postulat qui soit prouvable, elle échappe à la réfutation, et ces résultats ne sont des résultats que si l'on a fait un saut dans la foi initialement, en considérant comme étant indubitablement vrai l'ensemble des théories de Freud, puisque celles qu'on va utiliser pour expliquer un cas pathologique. Donc ce que Popper nous enseigne ici, c'est que la preuve, qui semble a priori le meilleur moyen de trancher, de donner une assise scientifique à une théorie, n'en est pas véritablement une, à partir du moment où elle est une preuve par interprétation et non par simple constat. La science progresse par tâtonnement en prenant le risque de la réfutation de ce qu'elle avance, or aucun risque de réfutation dès lors que la théorie émise repose sur quelque chose d'inobservable, l'inconscient, et que ces résultats sont d'emblée perçus comme tels alors qu'ils ne sont que des interprétations forgées à partir de la théorie admise initialement. Dans notre jugement, nous pouvons donc voir la confirmation de nos intuitions et penser être objectifs alors même que nous n'avons même pas opté pour un point de départ qui pourrait reposer sur une preuve objective. Parfois, en cherchant la vérité, en croyant la toucher du doigt, nous ne faisons que nous égarer, et nous nous égarons d'autant plus grandement que nous avons enfin l'impression d'avoir prouvé ce que nous avancions. En bref, il ne faut pas confondre prouver une vérité potentielle, qui serait en attente de confirmation, et prouver sa vérité. La première démarche est honnête et toujours sujette à des améliorations dans son résultat. La seconde, ce c'est déjà vrai avant même qu'une preuve la confirme. La psychanalyse est donc une pseudo-science au mieux, car elle a une apparence de scientificité par son caractère rigoureux et systématique, ainsi que par ses preuves apparentes. Néanmoins, tout cela n'est qu'apparent précisément, et prouver une chose exige de nous que nous soyons détachés de tout parti pris initial, faussant toute recherche scientifique, et nous faisant trouver des preuves là où elles ne sont que pour les personnes pensant comme nous. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à une prochaine fois pour de nouveaux enregistrements.